Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On est cette fois-ci en live sur Twitch comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, pour parler actualité. La pré-saison a commencé, le nouveau coach prend ses marques petit à petit, on en a parlé. Le nouveau directeur sportif est aussi à la manœuvre avec la première recrue, la première venue de l'OGC Nice version 2024-2025, puisqu'il s'agit de Tanguy Ndombele, un joueur qu'on connaît bien en France, puisqu'il a commencé à Amiens, puis ensuite s'est révélé du côté de Lyon, un passage à Tottenham, un retour à Lyon, Napoli, Galatasaray et enfin une signature libre à Nice. On va en parler dans ce numéro avec les invités du soir que je vais présenter. On va commencer par l'habituel, le plus niçois des Lyonnais, hein, on peut le C'est dire, ça. Clément. Oui, oui, oui. Clément, comment je te salue, comment vas-tu ce soir? Bah écoute, ça va super bien. En fait, je crois que la dernière fois que j'étais venu, c'était il y a un mois quasiment tout pile pour Florent Maurice. Donc je viens tous les mois en fait. J'ai pris mon abonnement. Mais non, c'est un très grand plaisir d'être là et de pouvoir faire ce live. Merci. Et alors, on accueille également un supporter lyonnais, mais ce supporter lyonnais a la particularité d'être suiveur aussi des Spurs. Donc, ça va être parfait parce qu'on va avoir vraiment les deux clubs phares de Tanguy Ndombele jusqu'à présent, avant l'OGC Nice forcément, puisque on sait que ces années chez nous vont être couronnées de succès. Il s'agit de Victor, qui nous a confié forcément qu'il était suiveur des Spurs depuis la signature de Yoris à Tottenham. C'est bien ça, Victor. Exactement. Bonsoir à tous. Merci les gars en tout cas pour votre venue dans le numéro. Alors, je l'ai dit, Tanguy Ndombele a signé jeudi dernier officiellement pour 2 ans, joueur de 27 ans, international français à 7 reprises entre 2018 et 2021. Je l'ai dit aussi, j'ai dit aussi les deux derniers prêts ont été un peu compliqués, surtout le dernier du côté de Galatasaray. On a vu passer des photos un peu sur les réseaux d'une certaine on va dire, une forme physique qui n'était pas forcément au rendez-vous. Mais là, on a vu un joueur qui était déjà fit, qui est prêt à en découdre. On espère forcément que ça se passe le mieux possible. Dans l'effectif, je pense qu'il remplace, du moins numériquement, un Kefren Turam qui est annoncé sur le départ du côté de la Juventus de Turin. Je l'ai dit, révélation à Amiens en 2016-2017, une saison pleine en Ligue 2 qui voit Amiens être vice-champion de Ligue 2, monter en Ligue 1 et bien à la fin de ce début de saison 2017-2018, fin de mercato estival 2017, signature du côté de Lyon pour remplacer numériquement Corentin Tolisso. Mon cher Clément, on va commencer par toi, on va prendre les choses d'une manière chronologique. Victor, n'hésite pas à intervenir aussi parce qu'il s'agit de ton club également, l'Olympique Lyonnais. Lorsque Ndombele signe à cette époque-là, dans le contexte-là, comment tu as perçu sa venue et en fait, concrètement, quel souvenir tu gardes du passage de Tanguy Ndombele? On va prendre ces deux passages. Il a fait aussi 6 mois en 2021-2022. Voilà, Ouais. ça t'inspire quoi le joueur? Tanguy Ndombele, il arrive à l'Olympique Lyonnais. C'est un transfert, Tanguy Ndombele, qui est très souvent associé. On en parle, c'est quasiment un duo avec Ferland Mendy. Les 2 viennent de Ligue 2, les 2 viennent de clubs du nord de la France, un qui vient du Havre, l'autre qui vient de Amiens et c'est des joueurs qui sont typiquement dans la lignée de Florent Maurice. On en parlait lors du dernier live où présentait Florent Maurice de son amour pour, les divisions inférieures françaises. À Lyon, c'était la période on était encore dans une période de grande austérité puisqu'on avait toujours le stade à financer et donc il fallait des recrues à bas coût et des recrues qui peuvent être des bons plans pour l'Olympique Lyonnais. Tanguy Ndombele, il arrive parfaitement dans ce style-là, à tel point que dans les faits, il ne signe pas cet été-là. Il fait un prêt d'un an et ensuite il est acheté. C'est un achat différé en vérité. Mais il arrive avec ce rôle extrêmement important de remplacer numériquement, comme tu l'as dit, Corentin Tolisso, qui partait au Bayern. Donc c'était une période où on attendait vraiment de ce milieu de terrain box-to-box, capable d'aller être efficace dans les deux surfaces. C'était vraiment le profil qui était espéré. Et c'était le profil de Tanguy Ndombele quand il arrive. Quand il arrive, il est fait pour ça, il est mis en place dans ce rôle-là. Et très très rapidement, on a vu un joueur qui avait indéniablement du talent, ça c'est certain, qui n'avait clairement pas le niveau pour rester en Ligue 2. Il devait aller plus haut, ça c'était certain aussi. Et Lyon n'était pas du tout le seul club intéressé. Je ne sais plus les clubs qu'il y avait à l'époque, mais c'est vrai qu'Ndombele était un bon prospect de Ligue 2 et qu'il était suivi par beaucoup de clubs. Il arrive à Lyon avec finalement un statut qui était quasiment de titulaire,
alors qu'il ne sortait que d'une saison en Ligue 2. C'était quand même un gros pari. Mais c'est un joueur qui tout de suite s'est mis dans le bain. Alors il a pas fait 90 minutes pendant 38 matchs de Ligue 1 tout de suite. Ça a beaucoup tourné, notamment, je ne dis pas de bêtises, mais je crois que Jordan Ferry était encore là à l'époque. Il y avait toujours Touzard qui jouait beaucoup. Il y avait Aouar qui pouvait jouer aussi. J'empiète un peu peut-être sur une question qu'il y aura après, mais par rapport au poste qu'il occupait, c'était la période de OL Bruno Genesio où toute l'équipe était construite autour de Nabil Fekir. Donc Fekir était en tant que numéro 10 et donc c'était de facto obligatoirement un 4-2-3-1 pour l'Olympique Lyonnais. Donc il jouait dans un double pivot. Et il avait ce rôle-là de vraiment de milieu un peu plus de projection. Alors une projection différente de celle d'Oussem Aouar, qui est un peu plus créatif, un peu plus intéressant par la passe et le dribble. Ndombele, lui, il avait vraiment cet abattage. Alors il a une excellente qualité de dribble aussi, hein, c'est pas l'idée n'est pas de dire le contraire, mais vraiment dans ce rôle de milieu de projection, là où par contre, tu avais des milieux qui se projetaient beaucoup moins. Gonalon, même si je crois qu'il part il part l'été avant ou cet été-là, mais aussi Touzard, ce véritable numéro 6. Ndombele, lui, il venait vraiment dans ce rôle de numéro 8, on va dire, dans ce milieu à 3 avec Fekir en numéro 10. Ok, Victor, du coup, on l'a dit, t'es aussi supporter lyonnais. Lorsqu'on te parle de Tanguy Ndombele, là, qui signe à Nice, ça t'évoque quoi concrètement? Tu sais, on a toujours un sentiment toujours très brut lorsqu'on parle d'un joueur qui est passé chez nous. C'est quoi le premier mot qui te vient en tête lorsqu'on te parle de Ndombele? Je sais pas, c'est un peu un gâchis parce que je trouve que il avait montré d'excellentes choses, que ce soit à Amiens ou à Lyon quand vraiment il explose durant ces 2 saisons. Et après, bon, on en reparlera après, mais sa trajectoire de carrière en 2019 change totalement et malheureusement, il a jamais su confirmer tous les bons espoirs qu'on lui donnait. Voilà, on le voyait vraiment dans les top clubs à l'avenir, titulaire en équipe de France, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et maintenant, à Nice, je me dis pourquoi pas, il arrive à 27 ans, je me dis que c'est maintenant ou jamais pour lui de se relancer. Et je trouve que Nice est le bon club pour lui parce que Nice a en plus ce genre ce petit truc avec les petits espoirs déchus comme l'a pu être Ben Arfa aussi, Mario Balotelli avant aussi. Donc je me dis pourquoi pas, il arrive dans un contexte où ça devrait être sans pas trop de pression non plus, j'imagine. Il arrive avec un bon coach, après je sais pas ce que va faire Hayes avec lui, on va voir après. Mais je me dis que pourquoi pas. Bah, J'ai une bonne là-dessus, nouvelle moi, de je lui, même vois, si j'ai une déçu. là-dessus, moi, je vois ce transfert de Nobel à Nice, pardon, je fais deux parallèles. Le premier, et tu l'as cité, Victor, c'est Ben Arfa, quand il revient à Nice. Il y a un peu cette vibe-là d'un joueur dont on en parlera, mais dont on a critiqué le fait que l'hygiène de vie n'était pas dingue, qui a fait plusieurs fois des problèmes de surpoids, et qui vient se relancer à Nice. Donc ça, c'est le premier parallèle. Le deuxième que je vois, c'est un peu, alors c'est pas du tout le même profil de joueur, notamment par rapport à ce que je viens de dire, mais pour moi, le rôle qu'il aura à l'OGC Nice sera un rôle très important puisqu'il devra être en quelque sorte le Seko Fofana de Aise à Lens. Et donc à Nice, ce sera le profil de Tanguy Ndombele. Je vois beaucoup de similarités entre les deux. Et je pense que ce sera le type de joueur que Aise voudra avoir dans son équipe. Et le pourquoi du comment, c'est lui qui est choisi. Alors, je ne l'ai pas dit aussi, mais ça montre peut-être aussi la motivation du joueur à rejoindre le projet niçois. Il lui reste un an de contrat à Tottenham. Alors, il y a eu, je pense, voilà, une résiliation un peu à l'amiable entre le club et lui, parce qu'il ne voulait pas être prêté une troisième année consécutivement. Donc, il arrive vraiment, eh bien, on l'a vu affûté physiquement. Et donc, toi, vraiment, Clément, dans le style, tu imagines plutôt voilà, ce joueur très, voilà, très porté vers l'avant par la course, plus que finalement par la passe. Donc un joueur avec un gros volume de jeu, je présume. Oui, oui, oui. C'est toujours ce qui a fait que Ndombele se démarquait. Ndombele est un joueur qui est capable, quand il part et quand il est lancé, il a un jeu de corps extrêmement intéressant qui lui permet beaucoup de conserver le ballon et de casser des lignes. Et ça, c'est vraiment un truc très, très particulier de Ndombele. Si vous regardez des vidéos de Ndombele, des compilations de Ndombele, vous verrez un joueur qui donne cette impression de nonchalance. C'est un joueur presque très pâteau dans l'attitude, mais qui est hyper efficace au dribble. Quand il est affûté et quand il est dans son truc, il peut partir en dribble de la surface et se retrouver dans les 30 derniers mètres adverses en ayant éliminé 3 ou 4 joueurs.
C'est très très particulier comme profil et c'est extrêmement intéressant. Et pour me projeter un peu dans l'effectif niçois, je l'imagine tout à fait dans un milieu à deux avec Youssouf, dans un rôle, comme je disais à Lyon, avec un véritable 6 et un 8 pour se projeter. Là-dessus, Ndombele est extrêmement intéressant. Il y a des matchs références de Ndombele, il marche sur l'eau. Je me rappelle d'un match où il est face à Paris. Et il fait une frappe, mais une frappe de 25-30 mètres qui finit sur la transversale. Il aurait pu mettre le but et ça aurait été un but incroyable et peut-être un des plus beaux buts des Capitalicos. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Mais voilà, non, très très bon joueur. Dans sa bonne forme, on va commencer à le dire, mais la fameuse citation de José Mourinho, alors je ne l'ai pas dans les termes exacts, mais en gros, Mourinho disait si Tanguy se bouge, il peut devenir le meilleur milieu du monde. C'est aussi simple que ça. C'est un véritable talent et c'est pour ça aussi que Victor a raison quand on parle de gâchis. Il a que 7 sélections en équipe de France. Quand tu vois aujourd'hui qu'en équipe de France, alors, no offense contre eux, hein, mais qu'on a eu des Guendouzi, des Verretou récemment, ou même Youssouf Fofana, qui est un bon joueur, hein, pas de problème. Mais au top niveau, Ndombele est sans dessus. Ndombele, au top niveau, c'est un Pogba. Alors, Honnêtement. justement, c'est intéressant que vous en parliez parce que lorsqu'on parle d'Antonio Ndombele, et tu l'as dit Victor, c'est gâchis. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, Victor, que on parle de gâchis pour un joueur qui n'a entre guillemets que 27 ans, qui a déjà été international français, chose qui est déjà un accomplissement énorme pour un sportif, mais on se dit, il en a encore sous le pied, ce garçon. C'est quoi? C'est du coup un manque de rigueur, un manque de professionnalisme, un entourage qui n'est pas forcément, on va dire, très positif pour lui. Enfin, comment est-ce que tu l'interprètes, toi, de ton regard de supporter? Moi, je sais pas si après, je vais pas tomber dans l'entourage, ça, je le connais pas du tout, donc à voir. Mais c'est vrai que Ndombele, malheureusement, c'est un joueur où malheureusement tu te dis, bah, tu lances la pièce et tu sais que tu sauras jamais quelle version de Ndombele tu auras, même pas sur 2 semaines, juste sur un match, tu sais même pas aujourd'hui est-ce qu'il va faire un top match ou vraiment s'il va vraiment être à côté de ses pompes ou vraiment il va pas défendre ou il va vraiment traîner la patte. Donc franchement, franchement, c'est vraiment un gâchis parce que à chaque fois, il a de l'or dans les pieds, ce garçon, en fait. Chaque entraîneur lui ont dit, hein, et c'est très dommageable, je trouve, la trajectoire qu'il a. Et il y a un manque je pense qu'il y a aussi un manque de rigueur. Il y a un manque de, même si par moment il a pu, Mourinho l'avait dit, il a progressé à certains moments, mais après il retombe dans ses travers très vite. C'est vraiment très dommage, quoi. Donc je sais pas ce qui lui permettrait de vraiment obtenir cette constance et qui lui permettrait d'atteindre vraiment le plein potentiel qu'on lui prédit, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. Évidemment, il y a l'hygiène de vie. On va pas tourner autour du pot. À 20 ans, on les a tous vus, les images de lui qui a 10, et encore 10, peut-être 8 gentils kilos en trop, et qui est sur le terrain à Galatasaray, et qui est clairement hors de son poids de forme, mais fois 1000. Donc déjà, ça, c'est un problème. Après, Ndombele, à sa décharge, a une physionomie corporelle qui est quand même assez C'est une ça. mastoc, quoi. C'est pas un poids plume. Donc déjà, de base, voilà. Moi, ce que j'ai vraiment hâte, c'est de voir la relation avec Franck Hez, puisque quand on regarde les périodes où vraiment Ndombele a été très très fort et où vraiment il a progressé, il y a eu évidemment Amiens-Lyon, mais c'était au début de sa carrière, il n'était pas encore arrivé à un rythme de croisière qui puisse lui permettre d'aller chercher des ambitions comme il l'a eu par la suite. Et après, vraiment, le renouveau qu'on lui a vu, c'était sous Mourinho. C'était sous un très grand coach qui est connu pour être capable d'aller chercher le meilleur de ses joueurs, qui est un coach avec un aura exceptionnel. Alors, loin de moi l'idée de comparer évidemment Franck Hez et Mourinho, mais je pense que Franck Hez, il l'a déjà prouvé à Lens, c'est quelqu'un qui est un très bon gestionnaire de vestiaire, il y a toujours eu des bonnes ambiances à Lens, on a vu des dizaines et centaines de vidéos du vestiaire totalement uni qui chantent ensemble, qui fêtent ensemble les victoires. Je pense que cette ambiance très familiale, mais en même temps où le travail est mis au centre, avec un Franck Hez qui est vraiment un très très bon coach, ça peut lui permettre de se remettre la tête à l'endroit. Peut-être pas de retrouver le top niveau qu'on lui sait possible, mais au moins de retrouver un niveau largement décent. Et puis, enfin, qui sait, si jamais l'OL, ça y est, la déformation arrive. Si jamais la France
euh, a besoin de se renforcer en vue d'une Coupe du Monde 2026, que le milieu de terrain est toujours pas totalement complet, que Kanté part définitivement à la retraite, que voilà, on ne sait jamais. Ndombélé à Nice, dans un club français qui jouera la Coupe d'Europe, suffit d'un an où il se remet vraiment la tête à l'endroit et tu relances la machine, retour de sélection en équipe de France, ça peut se passer comme ça aussi. Ouais, effectivement. Et puis, donc il y a ces saisons à Lyon. Moi, j'ai une question, Clément. Lorsque tu le vois partir à Tottenham pour, à l'époque, une somme qui était historique, autant pour Tottenham en achat que pour Lyon en vente. Alors, tout est relatif dans la bulle financière qu'est le football. Mais est-ce que c'était pas surpayé à ce moment-là pour le joueur? Est-ce que vous n'étiez pas, vous, surpris, lyonnais, que Tottenham pouvait poser un aussi gros chèque pour Ndombele? Alors, très honnêtement, je me rappelle qu'à l'époque, on se disait que c'était pas assez. Et que s'il partait, je crois que c'est quasiment 63 ou 66 millions, je ne vais pas dire de bêtises, on se disait, mais c'est un joueur qui en vaut au moins 20 de plus, quoi. Et c'était une période où, enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais où l'OL ne savait pas du tout vendre. C'était souvent Aulas qui gérait les ventes de joueurs. Et typiquement, quand tu vois Lacazette qui est au meilleur de sa forme, alors qu'il est joueur NFP de l'année, part pour 40 millions, on se dit, il en vaut quasiment le double, quoi. Surtout que tu avais des attaquants à l'époque qui partaient pour le double, pour quasiment 80 millions. C'était les périodes où tu avais, bon, alors c'était le joueur PL, mais les Lukaku, etc., qui étaient vendus très, très cher. Et nous, on se disait, Lévy, qui est, bon, certes, une personne qui ne dépense pas beaucoup son argent, mais qui en a beaucoup, Tottenham, joueur de PL, Ndombele qui avait fait une saison vraiment exceptionnelle, un milieu box-to-box comme ça, qui était mais l'archétype du milieu fait pour la première ligue, on s'était dit, mais déjà, surpris que ce soit Tottenham, parce que Tottenham était quand même un cran en dessous des très gros d'Angleterre de l'époque, qui étaient les City, qui étaient les United, ouais, c'était encore la période où ça allait à peu près bien. Quoique non, ça commençait déjà à tomber, mais voilà. Et on se disait, mais pourquoi il n'y a pas un top, top club, voire même le Barça, je crois. Je me rappelle qu'il y a des rumeurs avec le Barça aussi. Pourquoi un top, top club comme ça ne vient pas le chercher en posant 10-15 millions de plus sur la table? Finalement, ça a été Tottenham. Ça a été pour un peu plus de 60 millions d'euros. Finalement, est-ce que c'était un bon choix? Ça, c'est un peu facile de le dire après coup, quoi. Alors justement, son arrivée aux Spurs, comment s'était le passé, Victor? Il arrive, il me semble que c'est Pochettino qui est encore entraîneur. Comment s'est passée son intégration? Dans quel dispositif a-t-il joué? Et est-ce que vraiment ce passage sous Mourinho, c'est vraiment son pic de performance en Angleterre? Alors déjà, l'intégration de Ndombele, en fait, il vient aussi dans une optique où vraiment le Tottenham avait besoin de se renforcer vraiment parce que certes, Tottenham sortait d'une finale de Ligue des Champions, mais d'une saison extrêmement contrastée en Première Ligue, où sur vraiment la fin de saison, on ne gagne plus un match à l'extérieur, euh, on arrache la qualification à la Ligue des Champions à la dernière journée, où c'est plus Arsenal qui choque pour le coup, mais, euh, mais on sortait aussi de deux mercatos aussi sans recruter, c'était je crois la première en PL. Et il venait vraiment en tant que renfort. C'était l'un des souhaits numéro un de Mauricio Pochettino à ce moment-là. Et ses débuts sont plutôt prometteurs, je dirais, parce que dès son premier match, il marque, par exemple, alors qu'à Lyon, je crois, il avait attendu son dernier match à la dernière seconde pour marquer son compteur, en Ligue 1. Et les débuts sont plutôt prometteurs, même si, franchement, la fin du mandat de Pochettino est vraiment chaotique, avec je crois, 3 victoires en 12 matchs en Première Ligue. Il y a la défaite cinglante 7-2 contre le Bayern. Les deux contre le Mais Bayern, ouais. parmi ouais. Ce marasme, Ndombele ressortait plutôt bien, je trouvais. C'était pas le meilleur non plus. Et après, tu as Mourinho qui arrive, et à ce moment-là, Ndombele subit des problèmes physiques. Je crois qu'il est blessé. Il débute pas forcément en premier. Mourinho compte plutôt sur les cadres du vestiaire les plus anciens, style Sissoko, les Eric Dyer, tout ça. Et après, pour une première saison, c'est très compliqué pour lui pour s'adapter. Il est vraiment pas dans les plans en premier lieu de Mourinho. Même s'il y avait beaucoup de blessés, il faut savoir que Tottenham a subi beaucoup de blessures à ce moment-là, sur plein de fois, bien évidemment. Et je m'étais, et moi-même, tu vois,
je me dis, il faisait quand même des choix bizarres quand je voyais les performances de Lo Celso, de Moussa Sissoko par exemple, qui donnaient pas forcément satisfaction. Je me dis, est-ce qu'il peut faire pire en tant que tel? Je suis pas sûr, et je trouvais qu'il jouait pas assez. Et il y a aussi, par exemple, je crois qu'il joue même pas le match retour de Ligue des Champions face à Leipzig, par exemple, où c'est cartonné. Mais après, est-ce qu'il aurait changé quoi que ce soit? Je suis pas sûr. Et même après la coupure Covid, je m'étais dit, est-ce qu'il va le relancer? Pas plus que ça, je crois qu'il joue à peine deux bouts de match avant la fin de saison. Du coup, c'est vraiment très compliqué. Et la saison 2020, 2021-2021, c'est la meilleure en soi. Enfin, j'ai envie de dire la moins pire. Où vraiment, Mourinho lui trouve vraiment un poste idéal pour lui pendant ce temps-là. C'était un 4-2-3-1 avec Ndombele en numéro 10 pour lui décharger vraiment de ses efforts défensifs et lui permettre d'avoir une meilleure liberté au niveau de sa créativité. Mais ça, c'était permis par un gros double pivot qui était très physique et qui permettait de couvrir beaucoup de terrain, notamment avec Pierre-Emile Højbjerg, notamment lui qui couvrait énormément sur sa première saison. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs. Et souvent, c'était soit Sissoko ou Harry Winks qui le complétaient. Et pendant 4-5 mois, il est vraiment, pour moi en tout cas, enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres supporters des Spurs, il est pour moi parmi les 5 meilleurs joueurs les plus influents on va dire de septembre jusqu'à fin janvier, début février, ce qui correspond malheureusement à la baisse de forme de Tottenham dans les résultats et dans le jeu aussi. Et parce que vers la fin de cette période, en fait, il montrait, parce qu'il n'est pas spécifique du poste, en tant que numéro 10, il prenait pas le jeu à son compte, et des fois, il passait un peu au travers des matchs, et des fois, il était vraiment transparent. Et après, Mourinho, je sais pas pourquoi, l'a rebasculé dans un double pivot. En plus, on jouait très bas, du coup, vraiment, si tu mets nommer très bas, je ne comprends pas trop l'utilité, parce que tu sais qu'il aime pas trop défendre. Si tu veux remonter le terrain, t'es obligé, enfin, il est condamné à faire des exploits individuels à chaque fois pour essayer par le dribble et même par ses qualités les plus évidentes, c'est-à-dire le jeu sous pression, le dribble, tout ça, il avait énormément de difficultés. Et du coup, c'est vraiment, ça a commencé vraiment la descente aux enfers à partir de ce moment-là. Le résultat, bon, je vous le fais pas, il y a une défaite cinglante, 5-4 contre Everton, qui est complètement lunaire. T'as la remontada contre Zagreb qui est vraiment pas bonne. Mais c'est vraiment. Et aussi, bon, après Mourinho se fait virer, Ryan Mason arrive en intérim. Après, il joue, mais après, ça finit vraiment de manière anonyme parce que ils essaient de sauver les meubles, de sauver ce qui a sauvé, à sauver une pauvre qualification Conference League. Après, Sununu Espirito Santo, bah, d'abord, il fait même pas la prépa. Il est vraiment à l'écart, je sais plus, peut-être, je sais plus les raisons, peut-être parce qu'il comptait vraiment pas sur lui. Et au moment où il le fait démarrer, bah ça commence déjà à sentir le roussi pour le coach, parce qu'il y a énormément de mauvais résultats. Et après, il se fait virer. Et après, Conte, il l'a fait plutôt, il l'a fait jouer, mais en fait, quand tu connais en fait le profil de milieu qui a évolué sous Antonio Conte, tu penses pas directement à ce que Ndombele performe sous lui. Du coup, il a vite fait. Enfin, en fait, les critiques sont revenues à chaque fois. C'est toujours le même. C'est-à-dire manque d'implication défensive, nonchalance, pas assez concerné. Et après, il y a un tournant, c'est un match de FA Cup où il sort. Et à ce moment-là, on est en train de perdre. C'était contre je crois une D3 anglaise, ou quelque chose comme ça. Et il sort, et c'est la sortie classique du joueur frustré. Le mec, il sort en prenant la patte, en faisant la tête. Le mec, il marche en plus. Il sort même pas au courant. Et du coup, après, Conte l'a désingué en compte de presse indirectement. Et après, l'a mis à l'écart. C'est-à-dire, il faisait même plus les groupes pour l'entraînement. Je crois qu'il s'entraînait à l'écart. Et les feuilles de match, il était même plus jusqu'à son prêt à Lyon derrière. Ok, bah, merci en tout cas Victor pour ces éclaircissements. Euh, Clément, une question justement pour suivre ce que vient de dire Victor. Ndombele arrive à Lyon, moitié de saison 2021-2022. Est-ce que tu te souviens que le joueur a changé? Est-ce qu'il y a une différence ou tu as l'impression que finalement le joueur n'a jamais réellement quitté Lyon?
Est-ce que son style avait peut-être un peu évolué? Est-ce que physiquement il était beaucoup plus présent? Je me souviens en checkant un peu ses matchs, du match qu'on avait perdu chez vous, où il avait été impressionnant. On perd 2-0 lors de cette saison-là, c'était la saison Galtier. Et il avait été impressionnant, il avait mis une passe décisive, je crois, sur ce match-là. Ouais, comment tu juges ces 6 mois passés chez vous en prêt? Ton micro, Clément. Merci. C'est sur ces 6 mois passés à Lyon que je me dis, il y a possibilité vraiment que Nice, ça puisse faire un Ben Arfa bis. Parce qu'à Lyon, on l'a vu, il y a eu quelques bonnes performances, même si globalement, honnêtement, le prêt reste assez décevant. Mais pas uniquement de la faute de Ndombele. C'est pas que de la faute de Ndombele si le prêt est décevant, c'est aussi parce que, bah, le prêt a été fait de manière, a complètement, à la zeub, qu'il a été fait pour combler un besoin auquel Ndombele ne pouvait pas répondre. C'est-à-dire qu'à l'époque, on perd, à ce moment-là, c'était non, c'était qu'on n'avait toujours pas de sentinelle, suite au départ de Bruno Guimaraes et au mercato hivernal, Peter Bosz, qui était encore l'entraîneur à l'époque, dit: «Je veux impérativement une sentinelle». Finalement, sentinelle n'arrivera pas et l'Olympique Lyonnais se fait prêter, Tanguy Ndombele, qui est un milieu, comme je l'ai dit, numéro 8 de projection, un milieu relayeur, absolument pas un numéro 6. D'autant qu'à l'époque, Peter Bosz souhaitait toujours installer son 4-3-3 avec une pointe basse et deux milieux offensifs. On se rappelle à l'époque de Peter Bosz quand il faisait jouer Florian Wirtz en numéro 8. Enfin voilà, c'est le type de jeu de Peter Bosz. Et l'idée, c'était d'avoir un numéro 6 qui sera là pour sécuriser la défense. C'est pas du tout le profil de Ndombele à l'époque. Et c'est vrai que finalement, il rentre dans un effectif où il n'a pas vraiment sa place, parce qu'en plus de ça, je crois à l'époque, je ne vais pas dire de bêtises, mais tu encore Paqueta de mémoire à Lyon. En fait, voilà, c'est un rendez-vous manqué dans le sens où Ndombele est pas complètement à 100% parce qu'il arrive en milieu de saison, il a quasiment pas de prépa, c'est très dur et comme l'a dit Victor sous Conte, bah, il joue quasiment pas. Donc déjà, il y a ça. Et deuxièmement, en plus de ça, alors qu'il est déjà hors de forme, il arrive dans un contexte où l'OL n'a pas forcément besoin de lui, ou en tout cas, l'OL a besoin d'autres profils pour aussi exploiter complètement le travail d'un Ndombele. Si jamais tu veux véritablement libérer Ndombele et le laisser exprimer tout son plein potentiel, il faut que tu puisses avoir une arrière-garde qui tient la route et un milieu défensif, ou en tout cas un deuxième milieu à côté de lui, c'est dans un double pivot, qui va vraiment sécuriser le tout. L'OL avait ni la défense ni le milieu sécurisé. Et c'est vrai que le passage à Ndombele, alors il y a des bons matchs, tu as cité celui de Nice, c'est vrai, mais ça s'est pas forcément senti dans toute la durée du prêt qui a duré que 6 mois. Et de toute façon, ça pouvait pas durer plus longtemps parce que l'OL avait quand même demandé, une prêt avec option d'achat. Enfin, l'option d'achat avait été exigée par Tottenham. Il y avait une option d'achat, je crois que c'est quasiment à 66 millions d'euros. Donc l'OL pouvait absolument pas se la payer. Et donc il a fait 6 mois et est reparti ensuite et il y a eu ensuite les prêts, au Napoli et à Galatasaray. À vous écouter, les gars, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même un joueur qui a une dominance offensive. La question que je me pose, c'est demain dans le dispositif de Franck Hez, est-ce que c'est pas finalement risqué de jouer avec un double pivot, on va dire Ndombele, Pablo Rosario ou Ndombele Youssouf? Euh, du moins, dans le dispositif là, est-ce que vous supposez, est-ce que vous imaginez qu'il aura, on va dire, la caisse et la possibilité justement d'avoir quand même un équilibre dans ce milieu-là? Bah, moi là-dedans, je dirais que, le travail de Hez va être surtout de voir l'état de forme de Ndombele. Et de voir après une prépa complète où est-ce qu'il en est réellement, parce que les 2 derniers prêts qu'il a fait, il a très peu joué et les très peu de fois où on l'a vu jouer, c'était clairement pas dans une forme physique et dans des conditions optimales. Moi, je pense sincèrement, je peux me tromper, mais que l'idée, c'est d'en faire le Seko Fofana du Nice de Franck Hez. C'est-à-dire ce milieu qui se projette, ce numéro 8 qui se projette dans le double pivot. Maintenant, on a vu aussi des matchs où, alors c'était pas Seko Fofana, mais où des milieux qui étaient plus habitués à jouer dans le double pivot pouvaient monter un cran aussi. Si jamais on se rend compte que Ndombele n'a vraiment pas ni le coffre, ni l'abattage défensif pour jouer dans le double pivot, moi je serais pas surpris qu'à un moment il soit testé dans les 3 de devant, dans les 2 de soutien de l'attaquant de pointe. Alors, Nice, ça sera peut-être sûrement Mofi, mais voilà. Typiquement, avoir un système un peu asymétrique où tu auras un latéral qui se projette énormément
qui pourra combler le couloir, tandis que Ndombele, lui, sera le milieu relayeur offensif ou clairement le numéro 10 sur un côté. C'est comme ça que moi je le vois. Ça va être de toute façon beaucoup de tests, c'est là où aussi la préparation sera intéressante. Victor, est-ce que tu rejoins Clément sur le ressenti vis-à-vis de Ndombele? Oui, plutôt, je rejoins là-dessus, parce que après, si pour jouer en double pivot, comme j'ai dit à Tottenham, où il jouait très bas, bah, ça n'a aucun intérêt. Je pense que si tu veux vraiment un Ndombele horrible, je pense que c'est le meilleur moyen de l'avoir comme ça. Mais si tu joues un peu plus haut, soit médian, voire bloc très haut, je pense qu'il y a moyen. Tout dépend après du mec qui est à côté de lui. Si ça permet de lui faire compenser toutes son côté un peu nonchalant et un peu léger défensivement, je pense qu'il peut parfaitement remplir le tâche que lui demande Ace, comme il avait demandé, comme l'avait dit Clément, à Seko Fofana à Lens. Après, c'est vrai que si cette option est pas viable, c'est vrai que je le verrais bien le mettre en attaquant, enfin, en soutien de l'attaquant de pointe, comme il avait fait avec Tottenham, même si c'était un système bien différent, je pense que ça va être plutôt système à 3 comme il avait fait avec Lens. Maintenant, après, je sais pas, Ndombele, c'est, comme je dis, tu lances la pièce, je sais même pas, Le, le, comme il a le dit truc, Clément. le truc aussi qu'il faut Vas-y. préciser, c'est qu'on dit souvent Ndombele difficile dans l'abattage défensif, difficile dans le repli, difficile dans un milieu à deux de ce que je viens de dire, de ces faits-là. La grande différence, c'est que quand il était dans un double pivot, il l'était systématiquement dans une défense à 4. Ce qui n'est pas le cas Ouais, de c'est vrai. Ça, Francaise j'ai qui oublié ça sera dans aussi. une défense à 3. Donc de ce point de vue-là, la défense à 3 sécurisera un peu plus. Et c'est vrai que ça J'ai peut oublié ce permettre facteur-là. aussi, et c'est ce qui permettait à Seko Fofana également de se projeter énormément. Enfin, Seko Fofana, je ne sais pas combien de buts il a mis, on a mis pas loin d'une dizaine quand même avec Lens. Alors je dis pas qu'Ndombele réussira à mettre 10 buts, la finition n'est pas c'est pas le Enfin, truc sur lequel il excelle. Il a des qualités là-dedans, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, il pourra, à mon avis, dans une défense à 3, avoir un peu de liberté dans le double pivot. Je pense que ce sera des consignes de Francaise. pas exclu. Alors, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur qui signe à Nice, dans les questions qui viennent, dans les toutes premières questions, vient les blessures. Est-ce que c'est un joueur, parce que nous on est traumatisés par ça. Bon, ça remonte à des années, hein, des Xavier Pentecôte, des joueurs comme ça, des Michael Le Bihan, et bien sûr des Youssef Attal, hein, qui, bon, certes étaient talentueux sous notre maillot, mais qu'on a trop peu vu malheureusement. Donc la question elle est très simple, elle est posée par Volt Libra qui demande est-ce que c'est un joueur qui se blesse souvent. Voilà, est-ce que vous avez eu des souvenirs voilà, de joueurs. Je regarde un peu son historique de blessures sur Transfermarkt. Honnêtement, c'est pas énorme, énorme. Il y a juste la saison 2019-2020 où il connaît cinq blessures pour 85 jours blessés pour 17 matchs ratés. Sinon, après, ça reste assez famélique. Si vous avez à peu près le même ressenti. Quand il était à Lyon, il se blessait assez peu. Maintenant, comme je disais, il y a vraiment que la dernière saison. Alors peut-être je peux me tromper, hein, c'est mon ressenti et j'ai pas rechecké avant, mais que la dernière saison, vraiment, il est titulaire indiscutable. Sinon, il tourne beaucoup dans le double pivot la première année, aussi parce qu'il vient de Ligue 2, comme je disais. Donc c'est ça aussi le paradoxe avec Ndombele, c'est que Ndombele, on voit tous un immense talent, on voit tous d'extraordinaires qualités, et pourtant, de saison pleine complètement à 100% en tant que titulaire indiscutable, j'en vois une à Lyon, et c'est tout. Et vraiment, où il partait avec un statut de titulaire indiscutable et où il l'a rempli pendant toute l'année. C'est la dernière année à Lyon. Sinon, tout le reste du temps, c'est vrai que bah, il joue quelques matchs où il joue pas du tout, ou alors il devient titulaire pendant une partie de la saison et il ne le reste pas comme sous Mourinho, la fin de l'ère Mourinho. Et en ce sens-là, ça fait que bah, le joueur se blesse un peu moins, il joue moins, c'est normal. Il y a eu la saison 2019-2020 où il a été pas mal blessé aussi, mais sinon, c'est pas un joueur qui a une grosse vocation à se blesser, ou en tout cas qui n'a pas eu la chance la malchance de le démontrer. Victor, du côté de Tottenham, même ressenti ou t'as le souvenir d'un joueur qui se blesse assez souvent? Non, pas blessé assez souvent, mais peut-être un peu, enfin, des petites gênes par-ci par-là. C'était rien de bien méchant, mais à chaque fois, tu sentais un peu sur la tangente, je trouve. Mais c'est rien de, je pense qu'il n'y a pas,
c'est pas un joueur ultra fragile, au niveau peut-être blessure musculaire, mais c'est juste des petits coups, il y avait rien de grave, donc je pense pas qu'il soit ultra fragile à ce niveau-là. Vous avez beaucoup parlé de son style. Alors voilà, il a évolué principalement, j'ai l'impression, soit dans un 4-2-3-1, soit principalement dans un 4-2-3-1, mais on va dire dans un milieu à 3, soit pointe basse, soit pointe haute. Euh, Quels sont ses points forts, concrètement, à Ndombele? Vous avez parlé un peu de son jeu sous pression, cette projection, etc. Voilà, si vous deviez lister, on va dire, ses points forts et ses points faibles, vous diriez quoi, peut-être Clément pour commencer? Comme tu l'as dit, moi je dirais l'action type de Ndombele, c'est il récupère le ballon dans les 30 derniers mètres de son équipe dos au but. Tout le monde est en train de partir en contre-attaque et il joue de son corps, de ses fesses, et il se retourne et il arrive à lancer un dribble avec son style de dribble si particulier, avec un jeu de bras qui est tout à fait singulier. Et il arrive à prendre une vitesse assez grande et à avoir beaucoup d'appuis très courts pour éliminer 2 ou 3 joueurs et il peut rapidement se retrouver dans le tir adverse. C'est quelqu'un qui a une grosse capacité de conservation de balle, notamment sous pression, une grosse capacité à protéger son ballon quand il est en dribble et quand il a le ballon dans les pieds et c'est quelqu'un qui a vraiment une bonne capacité d'élimination à 1 contre 1. Maintenant, évidemment, il faut que tout ça, il puisse l'exprimer clairement et qu'il ait la qualité pour le faire, qu'il soit dans les bonnes conditions pour le faire. Maintenant, ouais, d'un point de vue défensif, c'est un joueur qui, de temps en temps, fait moins les replis. C'est un joueur qui, quand il faut courir vers le but, en phase de déséquilibre défensif, bah, il n'est pas le plus rapide du monde. Il faut le temps que la machine se mette en marche. Et après, non, c'est un joueur, je pense honnêtement et c'est aussi ce qui fait il a le potentiel pour être un des joueurs les plus forts, au milieu de terrain, c'est qu'il a une très, très bonne vision de jeu et il est vraiment un joueur qui est capable de sentir les coups. C'est pour ça aussi que dans un bloc haut, il peut être extrêmement intéressant. C'est dans le marquage préventif, il va être beaucoup plus à l'aise à faire un marquage préventif et à, commencer le pressing sur un joueur alors que l'équipe va perdre le ballon plutôt que de, faire, le marquage quand, l'équipe est déséquilibrée et qu'il faut courir vers son but. Alors, tu parlais du flair de sentir les coups. Et j'ai regardé un peu ses stats, hein. Quand même, c'est un milieu de terrain qui stat enfin, plutôt pas mal. Sa Oui, saison à Amiens, avant de partir à Lyon, il fait 7 passes des 2 buts. Il arrive à Lyon, première saison en Ligue 1, il fait 7 passes D. Deuxième saison ouais, en Ligue 1, toujours 7 passes D, un but. Et puis donc c'est un peu plus compliqué en Angleterre, mais au global sur sa carrière, puisque la question a été posée par Cesalo que je salue, c'est 303 matchs, 19 buts, 36 passes D. Donc c'est un joueur qui sait être décisif, Victor, aussi. Ouais, exactement, il sait l'être, même si peut progresser là-dedans, il n'y a pas de souci. Et après, concernant les points forts et qualités, je vais rien retirer à ce qu'a dit Clément. Je suis totalement d'accord. Niveau jeu sous pression, c'est vraiment de très très grande qualité. Ses prises de balle, même dès sa première touche, il arrive parfaitement à s'orienter vers l'avant et à éliminer des joueurs derrière. Euh, Sa capacité de dribble, aussi sa manière de protection de balle, voilà, j'ai rien à dire. Et après, bon, on l'a tous dit, on connaît tous, avec courir derrière son but, c'est pas son passe-temps favori durant un match. Voilà, en plus, il a dit en interview, c'est qu'il préfère voilà, avoir un ballon plutôt que courir derrière. Donc voilà, tout a été dit, j'ai pas grand-chose à ajouter. Ok. Est-ce que il a une belle frappe de loin? Parce que bon, t'as parlé Clément de cette frappe contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un registre qu'il teste assez souvent? Parce que c'est vrai que nous, dans l'OGC Nice 2023-2024, on a eu peu de tirs de loin. On a peu de joueurs qui tentaient leur chance. Et quand c'était tenté, bon, ça allait très rarement au fond des filets. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre à voir finalement, des tirs de loin, 20-25 mètres, voilà, pour déclencher peut-être une situation, tu vois, genre on galère à se procurer des situations, là t'enclenches une frappe à 30 mètres. faut se rappeler que Tanguy Ndombele, il commence à l'Olympique Lyonnais dans le, dans l'OL de Bruno Genesio.
qui était reconnu mondialement pour le fameux U, c'est-à-dire qu'il y avait aucune transition, enfin il y avait aucune passe vers c'était stérile comme jeu, c'était terrifiant. Tu passais du latéral gauche au l'arrière gauche, qui passait à l'arrière droit, et tu tournais comme ça pendant 20 ans. Et on était très, très demandeurs de ces frappes de loin d'Ndombélé, qui était l'un des rares qui pouvait vraiment tirer de loin. Tolisso le faisait et il était aussi là pour remplacer Tolisso, Ndombélé. Et donc oui, il y a beaucoup de fois où il a pris la frappe de loin. Je crois qu'il met le but qu'il met en Ligue 1 de mémoire, c'est contre Nîmes et c'est une frappe de loin ou alors une frappe contrée. Je dis pas de bêtises. Non, c'est un Euh, centre qui réceptionne, et qui est il est dans la surface, et c'est un centre qui coupe pour ah le but. oui, oui, je le vois. Alors c'est avec quel but que je mélange? Bref, mais oui, oui, maintenant je vois. Mais en tout cas, oui, moi je me rappelle que très souvent je me disais, mais si on est autant inefficace avec le U de Genesio, autant tenter de loin, autant frapper de loin. Et presque, moi je me rappelle, être demandeur de beaucoup plus de frappes de loin que ce que faisait Ndombele. Je sais pas toi, Victor. Non, non, c'est vrai qu'on attendait beaucoup, parce que c'est vrai que c'était l'horreur, chaque match, chaque purge, et bon, apparemment on abusait avec les yeux, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, le U à chaque fois, c'était horrible. Quand tu avais la possession, quand tu savais rien faire, du coup tu étais soumis à l'exploit individuel, et du coup on attendait souvent une frappe d'Ndombele à 30 mètres hors surface. Il a tenté, malheureusement ça a pas fait mouche. Et derrière, Tottenham, si je peux compléter derrière, il a mis un but comme ça, son premier match en plus. Et après, c'était plus des buts dans la surface, il me semble. Ouais, dont un but assez spectaculaire où c'est en extension, il lobe le gardien et un autre avec. Mais sinon, ouais, il était aussi friand que ça, Tottenham, de frapper loin. Malheureusement, ça ne faisait pas mouche beaucoup. Mais c'est qu'il sait, je trouve qu'il a quand même essence à frapper de loin. Quand vraiment le verrou est fermé, je pense que ça peut être une clé si vraiment Nice a vraiment du mal pendant un match à déverrouiller un bloc hyper compact. Du coup, Pour, je pour pense que résumer, on, pour résumer, on pourrait dire qu'on sent qu'il a la qualité pour, qu'il est peut-être pas au bout de la qualité potentielle. Il pourrait encore s'améliorer dans ce domaine-là. Et il pourrait aussi s'améliorer, surtout en tentant beaucoup plus, ce qu'il a peu fait partout où il est passé. Est-ce que le contexte justement de l'OGC Nice Francaise avec ce côté un peu voilà jeu débridé, grosse intensité, un peu football total sur certains aspects, ça va permettre aussi de le voir peut-être plus tenté et être beaucoup plus en confiance. En tout cas, c'est J'ai- possible. j'ai- Là-dessus, c'est là où c'est tendu, c'est que ça peut être très rapidement, je trouve, être à double tranchant. Soit il arrive à totalement se fondre dedans, il fait une bonne prépa, il est dans le coup, physiquement ça va, et il peut vraiment repartir très bien. Soit justement le jeu débridé va être très difficile à suivre en termes de rythme, en termes d'intensité. On sait l'intensité, les kilomètres parcourus par match que les joueurs de Lens avaient l'habitude de faire sous Franck Hez. Et là, très rapidement, on peut se retrouver avec un Ndombele qui juste sera incapable de suivre le rythme et se retrouvera sur le banc à faire quelques bouts de match, voire à rester à la maison, quoi. Est-ce que la Donc, dimension physique, c'est vraiment un problème aujourd'hui pour ce joueur-là? Parce que est-ce que ça l'a été du moins à Lyon et à Tottenham? Enfin, on sait qu'il y a des joueurs, bon, aussi talentueux qu'ils soient, des fois tirer un peu la langue à 70, vers la 70e minute de jeu. Est-ce que vous pensez que Ndombele fait partie de ces joueurs-là? Dans ces matchs joués, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de matchs où il fait l'entièreté de la rencontre. Bon, ou alors est-ce que ça dépend de sa condition actuelle? Du moins, c'est un poste, après je laisserai Victor aussi parler, qui a un peu plus suivi à Tottenham ces derniers temps. Mais c'est un poste et des responsabilités, ce rôle de box-to-box, où physiquement tu peux pas être autre chose que fit. Et en même temps, j'ai envie de te dire, il y a peu de postes où tu peux être autre chose que fit dans le football. Mais voilà. Mais oui, c'est un joueur qui, à mon avis, enfin, a, a raté quelque chose, a raté un coche, et qui aujourd'hui doit se reprendre là-dessus. Et je pense en revanche qu'il est tout à fait intelligent pour saisir la situation, pour comprendre quel est le jeu de Franck Hez et pour s'y adapter. Mentalement, j'ai aucun problème dans la tête pour que ça fonctionne pas. C'est un garçon qui, pour moi, est extrêmement intelligent. On le voit sur un terrain. Sur un terrain, c'est un joueur qui est capable de lire énormément de choses avant beaucoup de gens.
Il a vraiment une grosse qualité intellectuelle et ça fait que c'est un joueur qui est d'une classe au-dessus. Pour moi, c'est aussi pour ça que si jamais le joueur il a le cerveau, qu'il a les conditions, qu'il a les bouts de match pour pouvoir prouver, quelle variable il manque? Le système, être dans un bon environnement, ça oui, peut-être que c'est l'environnement qui a pas marché et que ça ira peut-être mieux à Nice. Et si jamais il y a pas l'environnement, pour moi ensuite c'est l'aspect physique. C'est les 2 points sur lesquels pour moi il y a peut-être eu un raté, et qu'il faudra qu'il essaie de rectifier à Nice, c'est être dans un bon environnement, peut-être l'entourage aussi, mais ça on peut pas trop y toucher et troisièmement, c'est le physique. Et puis ouais, peut-être la capacité aussi qu'il aura de jouer un cran plus haut pour Mmh. peut-être être déchargé d'un certain nombre de tâches défensives. Vous nous avez dit quand même pas mal de choses, je vous en remercie. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que c'est un joueur qui tire les coups de pied arrêtés? Parce qu'on sait Non. que, enfin, du moins, moi j'ai un avis qui est assez tranché là-dessus. Statistique à l'appui, je pense. Mais c'est quand même des occasions de but qui sont un peu négligées, du moins je trouve à l'OGC Nice. Je ne sais pas vous dans vos clubs respectifs, mais en tout cas, on n'exploite Bon, pas on a assez. on a récupéré Damien Della Santa. Ah oui, bah on l'avait aussi à Nice, hein. On n'a jamais été aussi catastrophique sur les coups de pied arrêtés. Enfin bref, c'est pas le sujet. On va lui souhaiter bonne chance parce qu'il ne Oui, gérait pas le coup de pierre. Alors, c'est depuis cette année, cet été, on verra à la rentrée, hein. bien sûr, mais voilà, on lui souhaite de la réussite, forcément, parce que c'est vrai que nous, ça fait quand même quelques années où on marque peu, quoi. On marque peu sur coup de pied arrêté, autant sur corner que sur coup franc. Et on oublie des fois que c'est des occasions réelles de but. Donc est-ce que c'est un joueur qui va être amené à tirer autant les corners que les coups francs? Non, c'est pas du tout un joueur qui est dans les coups de pied arrêtés. J'étais Non, en je train de pense pas. Enfin, réfléchir à j'ai la pas de dernière. souvenir de Tottenham en tout cas. Parce Ouais, qu'il y même à avait Lyon. Eriksen qui De toute met façon, après ça barrait. encore Mais une à fois, Lyon, non, mais ça c'est sûr. Mais à Lyon, peut-être Fekir à prenait Tottenham, j'ai un tout. Donc, doute. Ouais, voilà. Memphis ou Fekir faisait tout à chaque fois. ouais. Mais à Tottenham, il y avait Eriksen. Et après, je crois que c'était Højbjerg ou Son qui les tirait, il me semble. Ndombele, il me semble pas qu'il ait tiré les coups de pied arrêtés à Tottenham. Très peu J'ai en tout cas. aucun souvenir de même un corner ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'il l'ait fait. Moi non plus. J'étais en train de réfléchir en même temps. La dernière fois que j'ai vu un coup franc direct d'un Niçois, je sais pas C'est du pas tout. déjà? Non. Sofiane Diop? Ouais, je sais pas. Alors, non comptabilisé comme étant un but de Cette année, je Sofiane crois, non, Diop, il a. puisque en fait c'est Mandanda qui met le CSC. Non, le Ah, dernier pour moi c'est Delors contre Saint-Étienne. Ah oui, contre Saint-Etienne. Voilà le match où on gagne, je crois, 4-2. Ouais, oui, il y a le 4-2. scandale aussi, je crois. Oui, Non, je non, crois que c'est pas c'est. c'est pas ce match. Alors, je confonds. Non, je crois que c'est ce match-là où il y a eu effectivement les fameux chants. Les champs Voilà, contre Emilia des Sava. supporters niçois dont on va bien se garder d'en reparler dans cette émission. C'est pas le sujet. Ah, désolé. Non, non, mais pas de souci. On aime bien se remettre dans la sauce C'est tout juste seul pour comme ça. contextualiser le truc, mais c'est vrai que c'était pas la meilleure raison du monde. Tu vois. On va retenir le beau coup franc d'Andy Delors, hein, ma foi, et la célébration aussi qui était plutôt chouette. Alors la projection sur Franck S, vous l'avez dit, etc. Euh, le numéro que j'avais nommé pour Tanguy Ndombele, est-ce un pari ou une opportunité? Alors on est sur de la sémantique, mais ça me plaît, ce genre de questions. Victor, est-ce que c'est un pari ou est-ce que c'est une opportunité pour Nice d'avoir récupéré un Ndombele sous Franck S? Bah, c'est un pari si tu suis la situation du joueur, mais en même temps, si le joueur enfin, est un échec, bah, en soi, Nice n'aura rien perdu parce qu'il arrive libre. Je suis pas sûr qu'il ne parle pas un gros salaire, qu'il me dira, je sais pas, je n'ai pas vu les chiffres. Bah, justement, par Mais rapport à ça, alors je sais pas si les chiffres étaient exacts, mais à Tottenham, il prenait quand même un gros salaire, hein. oui, oui, il était parmi les Tout le premières monde à salaires. Il Tottenham prend prenait, un il gros salaire. prenait, il prenait 11 millions annuels, je crois, un truc comme ça, hein. Ouais, entre 10 et 12, il me semble. Donc, bon. Et en plus, c'est un exploit parce que la grille salariale à Tottenham n'est pas non plus très élevée. Enfin, on connaît les lits Si, et un peu tiens, Picsou. Tu vois. tant que j'y pense. Un autre point positif pour Ndombele, j'espère, moi je suis un grand fan de Ndombele, donc voilà, que il a envie de réussir. Et typiquement, un exemple tout con, quand il est prêté à Lyon,
il accepte de payer lui-même une partie de son propre salaire pour accepter d'être prêté à Lyon, alors que Lyon n'avait pas l'argent pour payer son salaire. C'est-à-dire c'est Ndombele qui payait Tottenham pour pouvoir être prêté à Lyon. Ça prouve aussi déjà qu'il avait un bon salaire à Tottenham, que Lyon avait un petit peu, les poches étaient un peu trouées, mais voilà, que c'est un joueur aussi qui n'est pas non plus une pince absolue. Voilà. Et du coup, oui, pour revenir sur la question, moi j'ai envie de prendre quand même de jouer un petit peu le truc et de dire non, c'est une opportunité. C'est un joueur libre, 7 sélections à l'équipe de France, qui a prouvé qu'en Ligue 1, il avait totalement le niveau, qui doit se relancer. Alors, évidemment, de ce point de vue-là, on pourrait dire c'est un pari, mais il faut voir aussi le côté opportunité. Nice a déjà eu la chance de faire ce genre de deal, déjà eu la chance de voir ces deals-là plus que bien réussir. On rappelle le Ben Arfa, bien sûr. Il y a quand Et même des casseroles, hein. oui, évidemment, tu ne peux pas toujours avoir des 100% de Snyder, réussite. Schneiderlin. Ouais, euh, Schneiderlin, c'était encore différent pour moi. Schneiderlin, Ouais, mais c'est un joueur qui arrive à 30 Et Schneider, ans. pour moi, il était perdu quand même. Enfin, c'était une cause perdue. Enfin, même si bon, c'était marrant de le tenter, mais moi, Schneider, j'ai jamais trop cru. moi, Schneider, jamais j'en voudrais à Nice d'avoir tenté Schneider, ça aurait été exceptionnel. Si ça fonctionnait, c'était formidable. Mais bref, Oui, ça, bien on évidemment, on s'éloigne du aurait tous sujet. aimé que ça fonctionne, mais j'y croyais pas beaucoup. Mais oui, tout ça pour dire non. Euh, pour moi, c'est une opportunité de dingue. Il a les cartes en main. Franck Hez saura s'occuper de lui. Et je pense que Franck Hez sait déjà parfaitement ce qu'il veut faire de lui en termes de positionnement, en termes de style de jeu et en termes de plan dans son collectif. Ndombele, c'est un profil assez atypique et assez atypique pour qu'on y réfléchisse à deux fois avant de le signer. Pour moi, le duo Florent-Maurice-Franck Hez n'y est pas allé à l'emporte-pièce quand il a fallu signer Ndombele. Il savait pertinemment ce qu'il faisait et il a été validé, survalidé dans un projet de jeu global. Et en ce sens-là, j'ai envie de dire que c'est une énorme opportunité parce que le joueur arrive libre, parce que c'est cette sélection équipe de France, que c'est un joueur, c'est mon avis, hein, mais qui honnêtement, a le talent, le niveau, le potentiel pour être au niveau d'un Pogba. C'est ça. Bon, eh bien écoutez, vous me paraissez malgré tout assez emballé, assez optimiste aussi. On aime l'optimisme dans cette émission. On a fait le tour. J'invite les personnes qui sont sur le chat si vous avez des questions. Alors, Cesalo, j'ai vu que tu avais reposé la question concernant son caractère un peu nonchalant. Les gars, vous avez déjà répondu, on va dire, en long et en large sur pourquoi est-ce qu'on a tendance à, à juger un peu nonchalant Ndombele pour ne pas dire plus. Donc je t'inviterai eh bien, à regarder la rediffusion pour en reparler. Mais en tout cas les gars, merci beaucoup pour le temps accordé et Avec pour grand nous plaisir. avoir parlé eh bien, de Tanguy Pas de Ndombele. souci. Les stats moyennes, alors je vais les redonner parce que j'ai la page grande ouverte. En match professionnel, on est sur 303 matchs, 19 buts, 36 passes D. Voilà, donc c'est un joueur qui stat, hein, qui stat principalement des passes décisives, mais qui stat. Voilà, quand il joue, il stat. Les gars, merci beaucoup, Victor et Clément. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Bonne Merci continuation beaucoup. à vous, autant à l'Olympique Lyonnais Merci à vous qu'aux aussi. Spurs de Tottenham. C'était cool, on a passé un bon moment. Je remercie également les personnes qui ont posé des questions sur le chat. Si vous arrivez en cours, sachez que la rediffusion sera publiée dans la soirée sur YouTube et également sur les plateformes de podcast. D'ici là, on se dit à très bientôt, sans doute pour parler de Kefren Turam d'ici peu de temps. Passez une très bonne soirée. La Bayeta et Issa Nissa. Ciao, ciao.